Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, on est sur Cinéma Radio, c'est Bobo pour un épisode hyper exceptionnel de Ciné Parler dans le hall de Utopia Manutention qui accueillait ce soir Anna Ladoul et Marco Lavia qui sont venus de Los Angeles en France pour présenter leur film Nous les Coyotes. Si vous suivez les Ciné Parler, vous savez que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et ils ont eu la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques questions pour Cinéma Radio. Du coup, bonjour Marco et bonjour Anna. Et la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avez-vous situé votre film à Los Angeles ? Bonjour à tous. Donc nous, on a situé notre film à Los Angeles parce que ça fait 5 ans qu'on y habite. On a déménagé là-bas sur un coup de tête. Et voilà, c'est vraiment la seule et unique raison. Ouais. C'est vraiment l'envie de faire des films de façon indépendante qui nous a poussé à nous expatrier là-bas. Et voilà, on voulait tenter notre chance. Et c'est notre premier long métrage. Et pourtant, on pourrait croire que les films indépendants sont plus faciles en France à faire en France qu'aux États-Unis. Comment ça se fait que c'est plus facile de faire des films indépendants là-bas ? Je sais pas si c'est plus facile, en tout cas pour nous, ça l'a été. On a vraiment rencontré là-bas une famille du cinéma indépendant formidable qui nous a permis de réaliser ce film avec beaucoup de faveurs et d'aide, d'entraide du milieu du cinéma indépendant. Si ce serait quasiment de la mauvaise foi, mais je dirais qu'en France, il n'y a pas énormément de cinéma indépendant parce que, en fait, nous, le cinéma indépendant là-bas, il est vraiment 100% indépendant. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention publique, pas de financement institutionnel ou de studios, de boîtes de production. C'est vraiment 100% indépendant. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, parce que votre film est chargé de références, enfin moi j'ai pensé à Jack London, au livre Le Ravissement de Britney Spears, à plein de films ou plein de livres en lien avec Los Angeles. Quels films vous ont inspiré pour faire ce film, ou quels livres vous ont inspiré pour faire ce film ? Less Than Zero, moins que zéro, de Bret Easton Ellis. Et du coup, tu peux nous préciser, parce que je crois qu'il y a une blague dans le film cachée par rapport à ce roman. Bien caché. Il y a une référence bien cachée. C'est un VFX, un effet spécial, effet spécial. Un trucage purement inutile dans l'histoire, mais qui était un petit délire juste pour nous et en private joke où on a placé le fameux Disappear Here sur un panneau publicitaire dans une des scènes. Oui, alors à vous de trouver où est la scène. Mais sinon, plus largement sur nos références, on avait beaucoup de références plutôt européennes, et c'est marrant. Donc le film, par exemple, Oslo 31 août, ou même le film Oh Boy de l'allemand Gerster, et aussi quelques références américaines, bien sûr, comme Before Sunset, la trilogie des Before de Richard Linklater, et American Honey aussi, qui nous a beaucoup inspiré sur la manière de filmer, le langage cinématographique. Et c'est très drôle que vous parliez de Linklater, parce que votre film fait vraiment réaliste et fait beaucoup penser à la trilogie Before. Mais il y a à chaque fois dans votre film, le conflit est décalé. Il n'y a jamais des gens qui s'affrontent. Il y a beaucoup de péripéties, mais c'est toujours en douceur, un peu comme dans le dernier film de Guédiguian, la Villa. Pourquoi avoir choisi que les personnages ne haussent jamais la voix, que les conflits soient tout de suite réglés? Par exemple, au début, il y a un conflit avec la tante, ils s'en vont tout de suite, ça ne s'éternise pas. Pourquoi avoir fait ce choix? En fait, pour nous, on avait cette idée que, voilà, en fait, on voulait prendre un peu le contre-pied, je pense, des films américains et du rêve américain où on s'accomplit en affrontant de façon frontale les obstacles. Et en fait, nous, nos personnages,
ils sont plutôt dans la fuite en avant en fait. Ils prennent la, comment on dit, ils prennent la tangente. Ils évitent, comme tu dis, ils évitent en fait quelque part les conflits. Et en fait, c'est là où on a été inspiré par des films, voilà, comme Oslo 31 août de Joachim Trier ou Oh Boy de Jan-Ole Egerster, où dans ces deux films on suit on suit des personnages dans une journée, dans une ville. En l'occurrence là, c'est des capitales européennes. Et en fait, ils sont un peu en perdition, ils sont en recherche de sens, cherchent un sens à leur vie. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à fuir les obstacles. Mais après, dans notre film, les personnages, ils fuient les obstacles, c'est vrai. Mais en même temps, ils s'affrontent entre guillemets eux-mêmes et ils affrontent eux-mêmes leur propre choix. Et c'est vrai que c'est vraiment un film de choix et d'émancipation où en fait les personnages, c'est vraiment un film qui est centré sur les personnages. C'est un character driven et ces personnages, voilà, en fait, petit à petit, ils passent à la vie adulte et ils s'émancipent le plus possible. Et il y a juste une péripétie que j'ai trouvée appuyée dans le film, c'est à un moment donné les personnages se font enlever leur outil principal, leur voiture, par la fourrière, et je trouvais que c'était un peu trop écrit. Pourquoi vous avez choisi qu'il leur arrive la scène de la fourrière? Mais tout le film est très écrit, dans le sens où en fait c'est un film qu'on regarde, qui coule bien, enfin qui va bien avec le flow entre guillemets, mais qui est quand même très écrit. Le film ressemble beaucoup au scénario, etc. Et puis la fourrière, c'est aussi pour les gens qui habitent à Los Angeles, en fait quelque chose qui se passe tout le temps. Ouais, c'est un peu c'est un des baptêmes de Los Angeles, c'est de se faire enlever sa voiture à la fourrière. Et en même temps, c'est voilà, je pense que on avait besoin dans le scénario, c'est vrai qu'on avait besoin de cette accumulation de galères pour que les personnages se retrouvent, ou en tout cas aient le sentiment d'être au fond du gouffre, et voilà, qu'ils soient obligés de faire des choix vis-à-vis d'eux-mêmes dans cette situation-là. Et peut-être que la scène de la fourrière est justifiée aussi parce que il y a quelque chose de caché à l'intérieur de la voiture, mais je dis pas quoi pour pas révéler aux spectateurs ce qu'il y a de caché. Et à la fin, la réponse à ce qui a été dérobé dans la voiture se résout par un plan séquence magnifique sur votre actrice principale. Et moi, je déteste les scènes de portable au cinéma, mais là, vous m'avez fait pleurer avec une scène de portable. Comment vous avez réussi à saisir ce plan séquence qui dure au moins 4 minutes, je pense, avec deux conversations téléphoniques, une très négative et une très très positive avec la libraire? Comment vous avez écrit, rêvé, pensé cette scène qui est vraiment pour moi la plus belle scène du film et une des plus belles scènes que j'ai vues l'année dernière au cinéma? En fait, cette scène-là, on l'avait déjà pensé exactement comme ça avant de la tourner. Mais c'est vrai que c'était un challenge parce que enfin voilà, on a tout tourné en lumière naturelle et c'était important pour nous vraiment de garder ce plan séquence. Et en fait, on a mis tout le monde au courant, toute l'équipe et surtout la comédienne, que voilà, notre objectif c'était le plan séquence. Ouais, je pense que là il faut saluer, voilà, le talent de Morgan Saylor, notre comédienne, qui était en fait, non seulement était d'accord, mais était vraiment stimulée par cette idée de tourner cette scène en plan séquence, parce que voilà, en tant que vraie actrice, c'est quelque chose de stimulant d'avoir une scène pareille, et surtout que faut se rendre compte que voilà, les conditions de tournage sur une scène comme ça, elle a personne au bout du fil, il y a un assistant à côté qui donne la réplique, et c'est pas du tout voilà, elle était pas dans les meilleures conditions, et pourtant elle a réussi à transmettre une émotion très forte, et ouais, c'est voilà. ça le cinéma. C'est ça le cinéma, ouais, exactement. Et il y a la littérature qui est très présente et la librairie qui est un lieu clé du film. Comment ça vous est venu l'idée de la librairie? Est-ce que c'est un lieu que vous fréquentez à Los Angeles?
Ouais, et puis surtout l'idée de Francis Ponge, elle venait du fait que le papa de Marco, il a fait donc c'est un Américain qui a fait un doctorat sur Francis Ponge. C'était un petit peu le clin d'œil interne. Puis moi j'ai fait aussi mon film de bac sur une sculpture, sur un sculpteur qui aimait beaucoup Francis Ponge. Donc voilà les clins d'œil personnels. Et en fait le parti pris des choses, un des livres phares de Francis Ponge. En fait, il y avait une sorte de rapport dans le sens où le parti pris des choses décrit des objets du quotidien de façon très spécifique et très poétique, évidemment. Et en fait, dans le film, on a certains de ces objets qui reviennent comme la cigarette. La voiture. Il y a un certain nombre d'objets qui reviennent et il y a ce thème, ou du moins, je sais pas, peut-être une sorte de contre-pied au matérialisme américain et enfin voilà, d'une façon semi-logique, tout était lié pour nous. Et j'ai une dernière question. Le jour où on vous a appelé pour savoir que votre film était sélectionné à l'Acide, les auditeurs savent que c'est ma sélection préférée de Cannes. Quelle a été votre réaction ? En fait, pour nous, ça a réellement tout changé. Ça a tout changé pour nous et pour le film surtout. Parce que grâce à la sélection à l'Acide, on a pu trouver un distributeur et un vendeur international, etc. Et donc en fait, c'est grâce à cette sélection que les spectateurs peuvent voir le film dans beaucoup de salles en France. Ouais, et puis c'est marrant parce que c'est un jour où on n'était pas ensemble au même endroit, mais c'était un jour de joie, d'immense joie. C'était incroyable d'apprendre que finalement après tout ce travail, après 1 an et demi de travail tous les jours sur ce film, on avait une vraie perspective de pouvoir peut-être un jour sortir le film, que le film serait vu par quelques personnes. Et donc voilà, c'était... Ouais. Et vous avez l'air très heureux à Los Angeles, mais est-ce que vous rêvez d'Hollywood et de faire un blockbuster un jour, un film Marvel par exemple ? Franchement, ça on rêve pas du tout de ça, mais nous on rêve juste de faire notre prochain film tranquillement et de manière indépendante aussi, mais avec un petit peu plus de budget. Voilà. Bon, merci beaucoup Anna et Marco d'avoir répondu à mes questions si tard. Et à la prochaine sur un highway à Los Angeles, sans doute. Merci à toi, merci. Ouais, merci. Salut. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis ? Les babiles débiles du babouin-nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein ? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passe-mort pour un autre monde.